Alors, s'il y en a un qui connaît l'histoire, et surtout celle du rock, c'est Philippe Manœuvre. Salut Philippe. Bonsoir Patrick. Alors là, c'est vraiment révolutionnaire. C'est pas du rock and roll, c'est que du roll. Oui, voilà. Alors, mais là, le roll. J'avais fait un livre qui s'appelait Rock, donc je me suis dit on va faire la suite Unroll. Le volume de Voilà, roll. C'est Unroll. Unroll, après Rock, Unroll. Comme ça, quand on range les deux livres dans la bibliothèque, on a Rock, Unroll. Ça fait un tout, quoi. Mais c'est qui? C'est pas Keith Richards qui a dit il faut jamais, dans le rock and roll, il faut jamais oublier le roll. Voilà, il dit. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, phrase moi, mais... exacte. Il dit tout le monde parle du rock. Comment ça se fait qu'ils oublient tous de parler du roll? Ouais. Alors, Philippe, c'est un livre hyper perso parce que Un enfant du rock qui se raconte, c'est chez Hugo Dézingue. Et c'est vrai que le rock, ça a été pour vous une révolution. Ça a changé une vie. Totalement. C'est un truc de dingue. Oui. Dès l'âge de 10 ans, je raconte ça dans mon spectacle parce qu'en même temps, je suis aussi en spectacle. Je tourne avec mon spectacle Un enfant du rock raconte. Et je raconte comment, à 10 ans, j'ai entendu Johnny Hallyday dans la cuisine. Et c'était Johnny qui chantait, mais il y avait beaucoup de guitares électriques. Et ça m'a fasciné. Et à partir de là, je suis passé de l'autre côté. Oui. J'étais un des appelés du rock. Alors, ce qui est fou, c'est qu'évidemment, des émissions de radio, des émissions de télé, rock et folk, ça a été une épopée incroyable. Rencontrer à peu près tout le monde, interviewer toutes les plus grandes stars du rock. Patrick, c'est comme vous oui, avez mais là, j'aurais rencontré bien aimé énormément d'hommes politiques, vous voyez, dans la formation. Et donc voilà, moi, mon métier, oui, c'était le rock, c'est ça que je voulais faire. Je me disais, je suis pas mauvais en rédaction, je pourrais écrire l'histoire de ce nouveau mouvement qui me semblait un mouvement mondial, un mouvement de jeunesse qu'on n'avait jamais vu. C'était la libération de la jeunesse, vous voyez, parce qu'avant, les enfants étaient des petits adultes. Soudain, grâce au rock, on devient des teenagers. On a le droit d'avoir notre musique qui n'est pas la même que celle de nos parents. Oui. Alors, il y a des moments incroyables, parce que c'est des chroniques comme ça. Parfois, c'est pour Paris Match, évidemment, rock et folk, et puis Libé, et puis d'autres. Rolling Stone. Voilà. Tiens, on va écouter de la musique, parce que Philippe, ça fait quand même du bien d'écouter un peu de ça. Mais alors, parmi ces rock, écoute cette voix-là. Captain Beefheart. Ça, c'est Captain Beefheart. Alors, ça, c'est le Captain Cœur de Bœuf. Oui, le héros absolu des années 60. Quand on relit les vieux numéros de rock et folk, tous les artistes interviewés, quand on leur dit quel est pour vous l'artiste à suivre, que vous admirez, Captain Beefheart. Frank Zappa, Captain Beefheart. Et une rencontre inoubliable. Ah, oui. Il était... ça, c'est du rock, là, et du roll. Hein. Oui. J'ai rencontré Captain Beefheart et il m'a appelé, j'étais avec ma copine, il nous a appelés dans un festival... la fête de rouge aux abattoirs, porte de Pantin, et le capitaine nous a vus, il a dit « Venez mes enfants », il nous a invités à prendre le thé dans sa loge. Et c'était un moment totalement fou, où on était des lycéens, quoi. On était venus, on se retrouvait là en coulisses, on cherchait un copain, et on se retrouve dans la loge du capitaine Beefheart. Alors là... Ouais, ça méritait un... Ah oui, c'est un des chapitres du bouquin. Alors, il y en a plein d'autres. Tiens, on va entendre encore une autre voix. Quelqu'un qui a bien compté dans ta vie, on va se tutoyer, Philippe, qui est quand même un truc, écoutez ça, parce que ça, il voulait commencer ses concerts avec ce morceau. Serge Gainsbourg, l'album Aux armes, etc., enregistré en 1979 à Kingston, en Jamaïque. Et c'est un moment incroyable parce que Serge Gainsbourg est parti tout seul avec son producteur. Ils ont été travailler avec les musiciens de Peter Tosh. Ils ont ramené cet album reggae qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, qui a été le plus grand succès, qui a transformé Gainsbourg en rockstar en une nuit, quoi. Le disque est sorti. Il a dépassé 100 000, alors tout le monde disait ça y est, c'est génial. Puis après, il est monté à 1 200 000. Enfin, et Gainsbourg est devenu Gainsbar, la rockstar Gainsbourg. Et là, tu le rencontres, c'est dans ce bouquin. Oui. Et là, il dit, à un moment, moi, je m'en fous de me faire dégommer. Oui. Parce que là, il est menacé. Quand je le rencontre, effectivement, il y a des mouvements, il y a les parachutistes. Serge voulait aller dédicacer à Marseille. Il y avait un stand de la Jamaïque dans une grande fiesta et il voulait dédicacer son disque, et les paras avaient dit nous on viendra lui dédicacer sa gueule. Et donc,
c'est à ce moment-là que j'ai fait l'interview pour Playboy. C'est une interview, ça a duré 3 jours. Ma rencontre avec Serge Gainsbourg, je suis arrivé un vendredi après-midi, je suis revenu le samedi, je suis revenu le dimanche. On continuait, l'interview durait. Je le pousse dans ses retranchements, je lui pose plein de questions, je fais un peu le faucheton, je lui pose des questions étonnantes. On osait tout. Il y a des articles, des choses un peu gonzo dans ce livre, j'en suis bien conscient, mais moi j'étais venu pour le rock, pour défendre le rock, pour aider les artistes rock. Voilà, c'était mon but dans la vie. Alors là, c'est génial. Tiens, encore un autre là qui a beaucoup compté. Alors là, Gainsbourg, on imagine que c'était des nuits blanches. C'est vrai, des nuits très alcoolisées. Et avec lui, là, écoutez cette voix là. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Sitôt que je la vois, elle ne sait qu'elle répéter. Alors ça, c'est les rocks les plus terribles. Johnny Hallyday s'est mal conduit pendant les concerts des Beatles. Je raconte l'histoire pour la première fois, personne ne la connaît, mais Johnny Hallyday, Sylvie Vartan faisait la première partie des Beatles, donc Johnny était là tous les soirs. Et un soir, il repère des gamins qui insultent Sylvie Vartan pendant tout son passage en lui lançant des colibets, des noms d'oiseaux. Et donc Johnny dit, ça serait bien de les inviter en coulisses, ces deux-là, et il va les corriger. Ah oui. Et manque de bol, il y a un des deux gamins, c'est le fils d'un baron gaulliste. Et là, le général de Gaulle dit « Service militaire en Allemagne, 2 ans ». Il s'est vengé. Il s'est vengé, ils l'ont envoyé en Allemagne faire son service militaire et Johnny s'est retrouvé coincé par son attitude. C'est vrai. Là, on entendait, c'est un album très important, tu en parles dans ce livre. Les rocks les plus terribles. Les rocks les plus terribles. C'est le Johnny qui s'empare des rocks classiques. Là. Et c'est un des meilleurs albums de rock'n'roll de l'histoire, de tous les pays. Et il l'a réussi parce que tout le monde lui disait « Tu vas aller faire ton service militaire, tu ne reviendras jamais. Profite bien, c'est terminé pour toi. » Et il a fallu qu'il vive ça. Voilà. Alors, Philippe, des nuits blanches avec Johnny. Ben oui, grand moment quand même. Ah oui, bien sûr, parce que c'était un gars qui adorait le rock'n'roll. On parlait de Eddie Cochran, on parlait de Chuck Berry, il était fasciné par le rock, par la country. C'était un musicologue qui écoutait très très bien la musique et avec qui on pouvait parler des heures de musique, et ça, il était content, il adorait ça. Alors, la plus grande chanteuse peut-être de rock, en tous les cas, selon certains, ça serait cette voix qu'on a associée à la soul, avec cette voix absolument incroyable. On va l'entendre en public, en concert en 71 à Paris. Tina Écoutez Turner. Ça. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Tina, de passer 15 jours avec elle dans le désert australien quand elle tournait Mad Max 3 au-delà du dôme du tonnerre. On est resté avec Jean-Pierre Dionnet, des Enfants du Rock, et on est resté 15 jours à Coober Pedy, chez les Mineurs d'Opale, où ils tournaient des séquences incroyables de poursuites avec des engins monstrueux. Et Tina... Elle découvrait le métier d'actrice, elle n'avait jamais fait ça, elle avait le 2e rôle dans le film, Mel Gibson était là, il était formidable. Mais on a vraiment vécu des grands moments. Et une femme qui avait tellement aussi souffert avec Ike. Voilà, et puis tout ça, ça se voyait, elle en parlait. Elle en parlait, et parce qu'elle, au moment du divorce, elle allait tout laisser à Ike, la maison, les voitures, la Cadillac, les visons, tous ces manteaux de visons, tous ces signes extérieurs de richesse dont il la couvrait. Elle a dit « Je laisse tout, je veux juste garder le nom de Turner ». Et le juge a dit « Bon, oui, gardez le nom ». Et c'était pour elle, c'était la chance de pouvoir revenir, parce que Tina Turner était connue, Anna Mae Bullock, beaucoup moins. Donc, voilà, donc elle a réussi à relancer sa carrière. Elle avait 44 ans et je me souviens, tous les journalistes du monde entier disaient voilà, c'est sans doute la chanteuse la plus âgée de l'histoire à tenter un comeback. Oui, parce qu'elle pouvait tout être comme ça. Ah là là, Tina. Tiens, alors, un jour, je sais pas, moi, on s'appelle Philippe Manœuvre, puis on reçoit un coup de fil, on dit tiens, il y a Keith Richards qui veut te voir. C'est ça, ça se passe comme ça, la vie de rock critique. Ben oui, on est chez nous, on attend, on travaille, on lit les journaux anglo-saxons, on va à tous les concerts de rock à Paris. Il y en a beaucoup à l'époque, des fois il y en a 2 ou 3 le même soir.
Et puis, le téléphone sonne et c'est le rédacteur en chef qui dit « Tu vas aller interviewer Keith Richards, il sera au Ritz, sois là à 21h demain soir au Ritz avec un... » On me dit quel sera le photographe, Claude Gassian. Et c'est comme ça que je me retrouve voilà, dans la suite de Keith Richards. Oui. Et là aussi, on parle musique, bien sûr. Je me souviens, à un moment, il me dit « Qu'est-ce que tu penses de Chuck Berry ?» C'est les mêmes questions que j'ai mis à l'idée. On est avec les grands du rock et ils veulent vérifier qu'on est des rockers comme eux. Oui, Take It So Hard. Alors ça, c'était un album solo. Il voulait montrer quand même, c'était important pour lui, cet album solo. Oui, c'était important parce qu'à un moment, Mick Jagger a cédé aux sirènes des maisons de disques qui lui ont dit « Les Rolling Stones, c'est vieillot, c'est un peu périmé, ça date des années 60. » On aurait Mick Jagger en solo, comme Michael Jackson, comme Prince, etc. Alors Mick a essayé. Et alors Keith s'est trouvé très déçu parce que lui, il aurait... Et donc il s'est dit, je vais faire aussi un album solo. Voilà. Ouais. Et donc je l'ai interviewé pour parler de cet album. Après, je l'ai interviewé à la sortie de l'album et je l'ai interviewé 40 ans après, quand ils ont réédité l'album, qu'ils ont fait la version un peu comme aujourd'hui. On prend un vieil album, puis on rajoute les démos, un concert, on en fait un coffret. Voilà. Oui, alors c'est vrai que Dieu, c'était Clapton. Alors là, j'ai rencontré Dieu, c'était rencontré Clapton, mais tu racontes, ça s'est pas passé, il y avait une nana, un Allemand, voilà, c'était une table ronde. Et puis souvent on partait, on nous disait, vous allez avoir une interview avec Eric Clapton. Bien sûr, il est à Milan, allons-y. Et en arrivant, Clapton est fatigué. En fait, il devait faire 3 interviews, ça va être une table ronde, vous avez une demi-heure tous les 3. Et là, on découvre un personnage intéressant, mais sauf qu'à l'époque, Eric Clapton méprise ses débuts. Quand je lui parle de son deuxième groupe, les Cream, il n'a que mépris. Il me dit, quel intérêt? Pourquoi voudrait-on rééditer ça? Et là, moi, il est péremptoire, il t'envoie balader, on va dire. Oui, parce qu'il préfère la journaliste qui est à côté de toi. Voilà, il trouve la journaliste. C'est un beau gars, Clapton. Clapton, c'est le grand playboy, c'est un des grands playboys du rock. Mais toujours est-il que on se quitte, on est un peu déçus de cette interview. Mais 10 ans après, il reforme Cream. Et là, on m'appelle à mon bureau et on me dit, t'as une place offerte, on ne peut pas te dire par qui, mais si tu veux, tu peux y aller. Et là, je pars d'un coup de TGV à Londres et je vais voir un des 4 concerts de la reformation de Cream. Ah oui. Mais j'étais en état de lévitation. Jamais j'aurais pensé pouvoir assister à un concert de Cream. Ah non, mais c'est des personnages complètement barrés. Tiens, par exemple, les Who, Keith Moon. C'est quand même, là, c'est secoue, hein. Oui, Keith Moon. La tournée Quadrophenia, ça rappelle des trucs, hein. Voilà, oui, moi j'ai fait interprète des Who sur la tournée Quadrophenia, sur 4 concerts, voilà, à Lyon, à Calais, à Paris. J'ai accompagné les Who parce qu'à l'époque, en France, très peu de gens parlaient anglais, hein, et donc les Who, des fois, des trucs tout simples, ils voulaient boire un thé. Personne comprenait. Les gars disaient « Oh là là, l'anglais, là, il m'a parlé, moi je comprends rien ». Et s'il n'y avait pas un interprète, ça pouvait prendre des proportions terribles, partir en destruction totale des coulisses. Oui, mais c'est vrai que ça se droguait un peu quand même, ou beaucoup, ça picolait pas mal. Oui, il y avait tout ça quand même. Hein. Moi, dans ce que j'ai vu, c'était quand même le métier de rocker qui était primordial. La drogue, c'était un moyen d'être en forme par moment ou quand on s'écroulait, mais c'était pas le but premier. Il y en a un ou deux pour qui c'était le but premier. Ils n'ont pas vécu très vieux, c'est Johnny Thunders, le guitariste des New York Dolls que j'interviewe. C'était un mort-vivant, hein. L'héroïne, ça détruit tout, hein. Et vos relations humaines, ça vous transforme en menteur, en voleur, en drogué, toxico, un junkie, c'est très pitoyable. Mais toi, Philippe, t'as été, voilà, tu le dis, hein, aussi la drogue, fallait suivre. Ouais, fallait suivre. Il fallait pas tomber trop dedans. Hein. Non, fallait pas. On conseille de ne rien, évidemment, ne prenez pas de drogue. Hein. Non, mais ne faites pas ça chez vous. Mais moi, j'étais venu pour la musique. C'était la musique, mon intérêt, quoi. J'étais pas venu pour me droguer
avec des musiciens. J'étais venu pour parler musique avec eux, voilà, pour être. La musique me portait, la musique m'a encouragé, la musique m'a soutenu. Toute ma vie, j'étais au service de ces musiciens du rock, voilà, et essayer de les faire mieux connaître des Français, de les faire comprendre aussi, comprendre quels étaient leurs buts, qu'est-ce qui les faisait bouger, qu'est-ce qui les activait. C'est Lou Reed, on vient de voir une couve, là on la voit Queen, la Freddie Mercury, mais c'est des personnages absolument dingues, ça, quand même. C'est quand même, Lou Reed, ça, c'est des trucs. Lou Reed, en 1973-74, il est devenu le modèle masculin occidental pour les rockers. On est passé de John Wayne à Lou Reed. Oui. C'est-à-dire un petit bonhomme new-yorkais avec un t-shirt noir. Avant d'arriver à Bowie, après. Et puis après, Bowie, bien sûr. Alors Bowie, c'était le grand artiste pop fulgurant, hein, qui avait des incarnations différentes à chaque fois. Mais Lou Reed, c'est le fondateur du Velvet Underground. Vous savez, il y avait les Stones, les Beatles, et soudain, il y a eu le Velvet, et ça a tout changé. C'est le groupe indépendant. C'est un groupe qui parle de drogue, c'est un groupe qui parle de choses, de sadomasochisme, de poésie pure. Enfin, c'est des choses qu'on n'évoquait pas trop dans les disques des Beatles à l'époque. Hein. Oui. Le Velvet a fait parcourir au rock un chemin incroyable. C'est incroyable parce que, tiens, il y en a un qui a fait partir du chemin. Écoutez, vous allez l'entendre. Et évidemment, on pense aux Stooges. Ah bah Iggy Pop, c'était le troisième. Oui. Voilà, c'était un des. Voilà, quand David Bowie arrive, il a deux héros, Lou Reed, Iggy Pop. C'est les deux qui le bluffent. Le Velvet Underground, il est en admiration totale depuis 1967, et les Stooges d'Iggy Pop. Pour David Bowie, c'est un absolu, comme pour tous les vrais fans de rock, c'est les Stooges, le meilleur groupe. Enfin, à l'époque, il y a deux groupes, Led Zeppelin et les Stooges, hein, qui sont capables de ratisser absolument n'importe quel public, de laminer, de l'expédier en petites confettis dans la galaxie. Il arrivait à poil sur scène, Iggy, quand même. Ça ne le dérangeait pas, voilà. Il arrivait torse nu, c'était son costume de scène, il se mettait torse nu, il arrivait avec son bleu jean, et il a fait des fois, des concerts où on a vu beaucoup plus. Mais c'était un gamin, on était tous des gamins. Moi, je me souviens, le premier concert d'ACDC où je suis allé, mais il n'y avait pas une personne de plus de 27 ans dans la salle. Ouais. Enfin, c'était 15-27. Avec Bon Scott, qui était là, ça n'intéressait pas d'origine. Ça n'intéressait pas vraiment les anciens qui trouvaient ça, bon, voilà. Non, le rock, c'était tous les 7 ans, il y avait un nouveau groupe qui définissait la jeunesse de son époque, la jeunesse d'une époque. Et nous, c'est ce groupe-là qui nous représente. Donc en 76, c'est AC/DC. Mais par exemple, en 1995, c'est Radiohead. On change complètement de formule. C'est ça qui était magnifique avec le rock. On voyait arriver des fusées, T-Rex, David Bowie, les Sweet, les Slade, et puis après, c'est des carrières qui se destinent, il y en a un qui reste, et puis après, tous les autres disparaissent, et il y a une autre vague qui arrive, le punk, et après, c'était le post-punk, et après... donc, on n'a eu jamais un moment d'ennui, hein. C'était un métier fascinant. Un soir, au Palais des Glaces, à Paris, dans la même soirée, hein, vous pouviez aller applaudir les Clash, Damned, Jam, Sticky Toys et Police. Voilà, tous. Au Palais des Glaces, là, à côté de République. Dans la même soirée. Il fallait avoir vécu ces années-là, hein, Philippe. Hein. C'était extraordinaire. Quand les Clash sont arrivés, ils ont joué tout leur premier album, plus le single White Riot. On est tous tombés, on était stupéfaits. C'était tout ce dont on rêvait depuis des années. Et il y avait un groupe de gamins qui avaient tous la vingtaine. Ils venaient le faire, ils jouaient la musique d'une façon surexcitante. Ils avaient dégagé plein de trucs dont ils n'avaient plus besoin. Ils n'allaient pas faire comme les autres avant. Et ils ramenaient l'énergie, quoi. Parce que le rock, c'est une énergie, c'est d'avoir la pêche, c'est d'être en disponibilité pour faire des bêtises. Ouais. Et si on allait au Bataclan, très bel article sur le Bataclan, on pouvait applaudir Iron Maiden, Motorhead, un soir, beaucoup de groupes, Prince, Jeff Buckley. Il y a des légendes sont passées au Bataclan. Ils ont démarré là. Iron Maiden, qui aujourd'hui joue dans des Bercy, des Parcs des Princes, ça a démarré au Bataclan. Premier concert, Motorhead, premier concert au Bataclan. Et franchement, c'était des salles rock où on adorait aller. Oui, Françoise Hardy, l'article
touchant. Oui, parce que... Il y a des moments d'émotion, parce que voilà, le bouquin, l'enfant du rock, il a un cœur qui bat. Hein. Oui, bah, c'est une question de cœur, ouais, c'est une question de cœur et d'amour de la musique et, qui nous a fait faire tellement de belles choses. Parce qu'on laisse... Enfin, cette musique rock, elle s'en va pas, quoi. Moi, je constate, là, ça va être le Discardé dans 2 jours. Samedi, c'est le Discardé. Ben, les gens, ils se battent pour quoi? Il y a un triple album live de Cream que tout le monde veut. Et il y a un album de Pink Floyd de 75 que tout le monde veut. Enfin, c'est ces choses-là qui continuent à faire vibrer des foules incroyables. J'adore. Le titre d'un chapitre, c'est La Horde Sauvage. Oui. Alors là, il y a tous les groupes. Alors, ce qu'on appelle le heavy metal. Voilà. Mais c'est incroyable. Tous ces groupes. Alors, les Cactus, les Grands Funk. Grand Funk, Railroad, et non, mais des trucs. Il y a même Bronzeville Station, que t'aimes pas, mais moi j'avais les disques. Led Zeppelin, à l'époque. Led Zeppelin, qui n'était pas considéré, tu le dis. Oui, qui était très attaqué, attaqué. On disait que c'était un tiroir caisse, que le guitariste n'avait pas de cœur, que c'était des gens qui observaient la foule pour faire exactement ce que les gens voulaient. Et moi, je me rends compte, en 1975, que, en fait, il y a un mouvement. Et je me dis, on pourrait appeler ça le heavy metal, parce que c'est dans la chanson de Steppenwolf, Born to be Wild, il dit, on arrive, on est avec le groupe, et on fait un boucan de heavy metal thunder. Et donc, ce heavy metal, ça nous plaît bien, et donc je fais... à l'époque, on appelait ça du hard rock, mais je fais ce qui est sans doute le premier article en France sur le mouvement... Il y a Métal Hurlant. Travaillé dans tout cette Métal Hurlant, c'est plus tard. Hein. Ça arrive en 76. Là, c'est en 75, j'insiste. Donc, je fais cet immense article fleuve où je parle de tous les groupes de métal. Et l'article, pour ses 50 ans, c'est les lecteurs d'Instagram qui m'ont dit... C'était quand même un article incroyable. Vous aviez mis tout le monde était là, Kiss, Led Zeppelin. Et puis ça s'enchaîne, il y en a un qui joue dans un groupe, puis après le musicien, il va aller monter un autre groupe, qui va devenir lui à son tour un truc. C'est une histoire dingue. Ouais. Et aujourd'hui, le heavy metal, c'est 200 familles différentes. Il y a du heavy metal symphonique, il y a du folk metal, du death metal, du black metal. Mais ils viennent quand même tous de Black Sabbath au départ. Oui. Alors, il y a le Blue Oyster Cult. Je sais que tu as toujours adoré ce groupe américain. Oui. Incroyable, hein? Oui, parce qu'ils avaient 3 guitaristes et ils avaient des chansons. Parce qu'à un moment, tous les groupes, ils sont formidables, mais il y a ceux qui arrivent à faire des chansons qui peuvent passer à la radio. Et ça fait toute la différence entre les groupes. Et le Blue Oyster Cult, ils ont Don't Fear the Reaper, qui est un des morceaux qui continue à passer, mais sur toutes les radios américaines, au moment où je vous parle, il y a Don't Fear the Reaper qui passe tous les jours. Hein. C'est sorti en 76. Ce qui est fou dans ce bouquin, And Roll, le titre de l'album, du bouquin, j'allais dire de l'album. Mais il y a par exemple une liste comme ça des albums indispensables du métal. Alors évidemment, il y a Kiss, les New York Dolls, Morgan, Edgar Winter, Blue Shear. Oui. Et alors, c'est vrai qu'on a du mal à faire son choix. Toi, Philippe, tu choisirais, si quelqu'un nous écoute, là, dire quelques disques de hard, qu'est-ce qui est indispensable? Moi, je mettrais Blue Cheer tout de suite, parce que c'est eux qui avaient repris le Summertime Blues de Eddie Cochran, mais ils jouaient avec des amplis Marshall. C'était la suramplification, et eux, ils inventent ça. Il y a Black Sabbath. Sabbath, c'est le groupe de métal, hein, parce que c'est un groupe un peu... Il y a Ozzy dans le bouquin. Voilà, c'est incroyable, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, qui est un de mes grands héros absolus. J'ai toujours adoré Ozzy. Là, je l'interviewe. Black Sabbath est presque fini. Ozzy est barbu. Il a besoin de vacances. Il prend trop de drogue. Il n'arrive pas à manger au restaurant. Il va aux toilettes tout le temps. Enfin bon, on se doute. Hein, mais à la fin, je lui redonne la pêche. Il me dit, je vais aller raser ma barbe et on va terminer la tournée. Donc, c'est des articles, franchement, c'est amusant de relire ça. Tu as fait plein de livres sur les albums indispensables et tout ça, mais moi je me dis, si Philippe Manœuvre, il devait partir sur une île déserte, il n'a pas le choix, qu'il doit prendre 2-3 disques, sinon il meurt. Alors 3 disques, alors j'emmène un album de reggae, obligatoire sur une île. Pas de Bob Marley? Bob Marley, bien sûr. Il est dans le bouquin, Bob Marley. Oui, parce que j'ai assisté à la fameuse partie de foot où Bob Marley s'est fait détruire le pied par quelqu'un qui lui a marché dessus. Enfin, ça a été très violent. Il a été obligé d'arrêter la partie. Et après, ça a dégénéré. Il n'a pas voulu se soigner. On a fait les examens. On a découvert qu'il avait un cancer. Enfin, voilà.
une partie de foot avec Bob Marley. Oui. Hein, et à un moment, d'ailleurs, il sort avant la fin. Oui, il sort avant la fin parce qu'il a le pied abîmé. Mais il y avait donc tous les journalistes rock et on jouait avec les Wailers contre une équipe qui s'appelait les Polymusclés, qui étaient un peu tous les acteurs de la galaxie Belmondo, Delon, enfin tous ces seconds rôles du cinéma français. Donc c'était des types assez costauds, assez imposants. Les Bob Marley, il jouait bien quand même. Ah, mais il jouait comme les Brésiliens. Ouais. Il avait voulu envoyer le ballon et tac, 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 il le faisait sauter dans tous les coins. Et il était... c'était son truc, quoi. Ouais. Alors donc, tu amènes un disque de reggae, mais pas forcément Bob Marley. Ah oui, j'amènerais plutôt Lee Perry. Un disque de reggae. Lee Perry, c'est le grand producteur de Bob Marley, de tout. Et il faisait du dub. Et il a créé vraiment... c'est le Salvador Dali du dub. Il y a vraiment des choses. Donc un disque de Lee Perry. Je prendrais un double album de Jimi Hendrix, le Electric Ladyland, forcément. qui est un peu l'ode à la guitare électrique. Ça, j'aurais beaucoup de mal à vivre sans. Et puis après, je prendrais soit un Stones, soit un Beatles. J'aimerais bien emmener le double blanc des Beatles, parce que c'est un coffre au trésor, le double blanc. Il y a pas malgré le morceau Revolution 9 de Yoko Ono. Ça, c'est rigolo, c'est 7 minutes, on peut les sauter, mais je trouve qu'il y a vraiment... C'est le grenier des Beatles, c'est leur cave à jouets, il y a tout est là. Plus que Sgt. Pepper's. Plus que Abbey Road. Ah oui, plus. Ah oui. Moi, le double blanc, parce qu'il y a des morceaux exquis, ils ont fait plein d'expériences, ils ont amené tout ce qu'ils avaient dans leur poche, ils ont pas cherché à trier, ils ont tout mis. Et il y a While My Guitar Gently Weeps, enfin, il y a des trucs extraordinaires, Back in USSR. Enfin, moi, le double blanc, voilà, ça me paraît incontournable. Et t'as droit encore à un troisième. Hein. Ah bah à ce moment-là, je prends un Stones, je prends Exile on Main Street, pour me souvenir du blues et de la country. Il y a une braguette aussi pour pouvoir... Ah, la braguette de Sticky Fingers, ça. Ouais. Mais moi, j'aurais pris l'album d'après parce qu'il est double, alors on a 2 disques au lieu d'un. Donc, C'est triché, ça. Le quoi ? Tu triches. Oui, un double compte pour un. Bon, d'accord. Mais tu sais quoi ? On va quand même se quitter en musique. Tu vas entendre ça. Vas-y. Parce que c'est Dieu. On parlait de Dieu tout à l'heure, mais là, en plus, écoutez ça, c'est vraiment Dieu. Et aussi une rencontre inoubliable avec lui. C'était 2 ans avant son assassinat, John Lennon. Ouais. Tu te souviens de 2 ans avant ? Oui, bah, moi, non, mais je ne l'ai pas vraiment. Je raconte dans mon spectacle comment je ne l'ai pas vraiment rencontré. Mais c'est quand même... c'est une histoire très dure. Cette disparition de John Lennon, ça fait partie des choses qui ont mis un coup définitif au rock. Hein. Après, il y a eu des faits divers, il y a eu le suicide de Kurt Cobain, il y a eu l'affaire Cantar, on a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Bataclan. On a eu beaucoup de choses difficiles en travers de notre chemin depuis les années 80. Voilà. Cantar, tu le connaissais, tu as été... J'avais interviewé 2 fois, je ne peux pas dire que je connaissais l'homme, je l'avais interviewé. Voilà. Quand on interviewe quelqu'un, bon, est-ce qu'on en sait plus ? On pose des questions et on a une idée du bonhomme, mais... Là, c'était un fait divers horrible, mais horrible. Et puis, c'était difficile, cette histoire, vraiment. Ouais. Allez. Non, bon, on va pas se quitter. Non, faut pas parler de ça. Tiens, j'ai envie de remettre Captain Beefheart. Oh, ah, quand même. Alors, l'album Truth Mask Replica, avec une pochette pas possible. Je me souviens d'un copain au lycée, il montrait ce disque en disant « Regarde ça ». Nous, on trouvait ça horrible. C'était anti-commercial. Voilà, c'est un disque... On ne pouvait pas acheter ça. On disait, c'est un disque qui fait la différence entre les hommes et les petits garçons. Les hommes, ils arrivent à l'écouter, les 4 faces. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et puis, il hurle. Voilà, il déstructure le blues. Mais c'est un album fascinant. C'est un album grandiose. Moi, je l'adore, ce disque. C'est du and-roll. C'est un des disques préférés de Jack White. Ah oui. Philippe Manœuvre, un enfant du rock qui raconte chez Hugo Dézingue, et c'est and-roll. C'est un livre absolument formidable. Vous allez en apprendre des choses. Et vous savez quoi ? Quand vous lisez ça, vous n'avez qu'une envie. Courez dans votre discothèque. Vous mettez un disque en mono. Oui. Parce que là, il y a la cellule mono. Il en parle, l'ami Philippe. Oui. Ben oui, parce qu'on est les vieux du rock. Alors à un moment, on fait nos expériences et écouter les disques mono avec une cellule dédiée, ça change l'écoute. Et on retrouve notre enfance puisqu'on a vécu
toute notre enfance, c'était mono. Pour les baby-boomers, la stéréo, elle arrive en 1970. C'est à partir de 70, Abbey Road, le disque ne sort que en stéréo. Les Beatles ont choisi, l'avenir est à la stéréo, tout le monde va faire des disques stéréo. De 62 à 70, les albums sortent en mono ou en stéréo. Oui. Et voilà, et donc... Glorieuse mono. Oh, j'aime la mono. Merci. Philippe Manœuvre. Merci, il est là, Patrick. un enfant du rock qui raconte, allez, encore du Captain Beefheart, encore que ça hurle, parce que le rock restera éternel et toujours jeune. Merci. Comme, C'est le sérum de jeunesse. Merci Philippe. Merci. Get it to zoo, all it can do it.